Bonjour Monsieur Bimoussa. Bonjour Madame Siari. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Hiwar. Je rappelle Monsieur Bimoussa, vous êtes professeur universitaire, vous êtes économiste, vous êtes un ancien banquier, un ancien acteur de la place financière. Bref, vous portez plusieurs casquettes que je ne vais pas toutes citer et vous êtes également membre de la commission spéciale sur le développement. Donc, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est tout le plaisir pour nous. Donc, notre rencontre d'aujourd'hui, c'est d'échanger un peu sur la crise sanitaire qui s'est muée en crise économique profonde, sur ses enjeux, ses dangers, mais aussi sur les enseignements et les leçons à tirer. Cette crise sanitaire a mis à nu les fragilités structurelles, aussi bien sur le plan économique et social. C'est dans ce cadre d'ailleurs que l'État, à l'instar d'autres pays, a joué au sapeur-pompier, pour reprendre un peu l'expression de M. Abdellatif Jouahri, pour sauver aussi bien l'offre que la demande. À cet égard, un fonds anti-Covid a été initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il y a également le comité de veille économique dont le rôle est principalement de prendre les décisions, d'identifier les secteurs impactés et aussi les personnes bénéficiaires. Donc, ma première question à vous, M. Bimoussa, c'est que la crise sanitaire, parmi ses faits marquants, c'est la remise en question de la mondialisation et de l'idéologie ultralibérale de tout marché, avec son corollaire la redéfinition du rôle de l'État. Autrement dit, la crise sanitaire a mis en exergue que le citoyen a besoin d'un État juste et fort pour le protéger sur le plan social. Quelle lecture pouvez-vous nous faire de cette situation et est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un nouveau modèle de développement émerge suite à cette crise sanitaire? Vous avez raison de dire que la crise sanitaire de la Covid-19 a remis en cause les préceptes de la mondialisation. En réalité, c'est une crise qui est protéiforme. C'est d'abord une crise sanitaire, puisque nous avons 135 millions de personnes qui sont contaminées, près de 3 millions de victimes au niveau de la planète. C'est une crise écologique, puisqu'on sait que le virus est arrivé d'une intervention de l'homme dans les écosystèmes naturels, en chassant des animaux sauvages de leur écosystème naturel et en les brassant avec des animaux domestiques. C'est également une crise de la démocratie, puisque pour sauver des vies humaines, les gouvernements ont pris un certain nombre de décisions autoritaires, mettant parfois même entre parenthèses les libertés publiques, collectives et individuelles, et organisant une surveillance de masse. C'est également une crise de la relation multilatérale, de la coopération internationale, puisque les États ont tous pris un certain nombre de décisions puissantes. Vous rappeliez tout à l'heure les décisions que notre pays a prises en termes de fonds anti-Covid ou en termes de soutien à l'économie au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Ce qu'on constate, c'est que les réponses ont souvent été désorganisées, désordonnées, non concertées entre les États, parfois même antagonistes. On l'a vu en mars 2020, lorsqu'il s'agissait de prendre les stocks de masques qui étaient disponibles, et les États se sont battus pour pouvoir prendre ces masques. Et on le voit aujourd'hui en matière de lutte pour l'accès aux vaccins. Et vous avez vu récemment comment la Commission de Bruxelles a donné des directives claires et a menacé AstraZeneca et l'a empêché de procéder à des, aux exportations de vaccination. Et enfin, c'est une crise de la mondialisation, comme vous le dites. Pourquoi? D'abord parce que la mondialisation a fait que la pandémie s'est accélérée à une allure vertigineuse. La propagation a été foudroyante, du fait même des mouvements de personnes, du fait des voyages d'affaires, des voyages de tourisme, de participation aux conférences. La mondialisation aussi est en crise parce que le confinement qui a été décidé est une négation, est l'antithèse du principe même de la mondialisation, puisque les personnes sont immobilisées, le tourisme s'arrête, le commerce international également est déprimé, les chaînes de production ont été perturbées, et donc cette crise, elle est protéiforme. Elle remet en cause également les concepts de l'idéologie néolibérale, qui ont prévalu depuis la fin des années 80, début des années 90, et qui ont marqué les politiques publiques un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, comme vous le rappeliez dans votre propos liminaire, il y a une demande d'État, de plus d'État et de mieux d'État. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui a été élaboré et qui a prévalu
pendant près de 2 décennies est battu en brèche. Ça a commencé à être le cas au lendemain de la crise des subprimes en 2008, avec la crise des dettes souveraines, et la Covid-19 a fini par entériner la mort de cette idéologie néolibérale. C'est bien qu'aujourd'hui, il y a un retour du rôle de l'État dans la sphère publique, dans la sphère économique, dans la sphère sociale. On demande à l'État de jouer son rôle, un rôle d'État stratège, d'État régulateur, d'État protecteur, d'État développeur, investisseur, une sorte d'émergence d'une pensée néo-keynésienne responsable, pragmatique, qui vient répondre aux attentes des citoyens. Et cela, on l'observe un peu partout dans le monde, et je pense aussi que cette réflexion est relativement bien avancée dans notre pays. Donc s'il y a des enseignements à tirer de vos propos, c'est que dans les années à venir, il y aura un développement du rôle de l'État en tant que stratège, en tant que développeur, en tant qu'investisseur. Oui, c'est déjà le cas, mais certainement que nous aurons dans une amplification et dans une amélioration du rôle de l'État dans la sphère économique, parce que, comme je vous le disais, il y avait une idéologie néolibérale qui était dominante, qui a dominé les politiques publiques à la fois dans les pays en développement, mais émergents et en émergence comme dans les pays occidentaux, et aujourd'hui c'est battu en brèche par la réalité des faits. Quelle aurait été la situation de nos économies, de nos sociétés, si l'État n'avait pas, l'État dans tous les pays n'avait pas intervenu massivement d'abord au lendemain de la crise des subprimes pour sauver les économies internationales, pour sauver les marchés, les industries bancaires qui étaient lourdement endettées. Et quelle aurait été la situation de nos pays, de nos nations, de nos États, si aujourd'hui l'État n'avait pas intervenu massivement pour faire face au choc simultané de l'offre et de la demande et pour soutenir à la fois les ménages les plus précarisés et aussi les entreprises les plus fragilisées. Et bien entendu, il va intervenir également en aval pour les plans de relance, on en reviendra par la suite. Ça fait partie des plans d'action. Oui. Ouais. Donc, autre fait marquant de la pandémie, c'est la montée un peu du risque, dans la mesure où les grandes puissances commencent à se désengager et à penser au chacun pour soi. Quel serait l'impact sur la chaîne de valeur mondiale, si l'on prend en considération également qu'il y a émergence des relocalisations industrielles? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un fait lié à la pandémie, c'est-à-dire c'est un phénomène éphémère, conjoncturel, ou est-ce vraiment une montée du risque du protectionnisme? Alors, il faut reconnaître que les transformations des chaînes de valeur mondiales ont commencé avant la survenance de la pandémie de la Covid-19, mais force est de constater que cette pandémie va accélérer ce processus. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les entreprises industrielles de dimension internationale se sont mondialisées et ont organisé leur chaîne de valeur de production sur, j'allais dire, quasiment l'ensemble des territoires de la planète. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est des stratégies que la pensée économique a déjà définies il y a plusieurs siècles, hein, à la fin du XVIIIe siècle, avec la pensée des classiques, Adam Smith et surtout David Ricardo, qui a développé le concept des avantages comparatifs. Et donc, les entreprises industrielles internationales, qui sont toutes des multinationales, ont installé leur chaîne de production dans les différents territoires, dans les différentes régions, dans les différents pays qui avaient des facteurs de compétitivité. Alors la Covid-19 a montré que ces chaînes de valeur industrielle étaient fortement fragiles parce qu'elle a perturbé, cette pandémie, ces chaînes de production, et on a vu qu'il suffisait qu'un grain de sable vienne perturber la mécanique générale pour que ces chaînes soient perturbées. Et donc c'était une sorte de, on va dire, de remise en cause de la stratégie de fragmentation des entreprises industrielles, si bien qu'aujourd'hui on observe les prémices d'une défragmentation des chaînes de production internationales. Prenons quelques exemples. Le concept par exemple de just-in-time qui a été développé par Toyota est complètement remis en cause. C'est un concept qui reposait sur pratiquement pas de stock dans les entreprises industrielles et de la production à la commande. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre cela parce qu'il suffit qu'il y ait, comme je le disais, un grain de sable pour que toute la mécanique soit complètement perturbée, voire complètement arrêtée.
Autre exemple, on voit un certain nombre de grandes entreprises industrielles qui commencent à décider de constituer des stocks de sécurité pour leur marché en aval. Elles ont décidé également de diversifier leurs fournisseurs, de ne plus rester dépendants d'un seul fournisseur. Vous savez que beaucoup d'entreprises s'approvisionnaient au niveau de sous-traitants en Chine. Aujourd'hui, elles diversifient leurs fournisseurs et elles essaient également de choisir des fournisseurs de leurs différents intrants industriels dans des marchés amont qui sont à proximité des marchés aval. Typiquement, les marchés européens vont chercher non plus à s'approvisionner auprès de fournisseurs installés en Chine, mais plutôt dans des marchés à proximité de l'Europe. Et évidemment, notre pays, le Maroc, a une carte à jouer en la matière. Enfin, il y a une remise en cause de la granularité des process industriels. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans le secteur de l'automobile, dans le secteur des smartphones, des ordinateurs, de l'électronique, de l'industrie pharmaceutique, vous avez une décomposition des chaînes de valeur industrielles et vous avez, par souci d'optimisation des coûts et d'hyperspécialisation, vous avez un seul ou deux producteurs mondiaux dans chaque point de la chaîne de valeur. Donc il y a une très forte granularité des process industriels et cette granularité est de plus en plus remise en cause. Donc tout cela va faire en sorte qu'effectivement, il y aura une reconfiguration des chaînes de valeur industrielles à travers le monde. Mais il n'y a pas que ces aspects purement industriels qui vont impacter. Il y a aussi des décisions de politique économique, de politique commerciale qui vont interférer et qui vont avoir un impact sur cette reconfiguration des chaînes de valeur industrielles. Je pense par exemple aux différents plans de relance. Vous parliez tout à l'heure des plans de relance développés par le Maroc. Pratiquement tous les pays ont mis en place des plans de relance d'activité et ces plans de relance favorisent la réindustrialisation de leur économie, la réimplantation de leur entreprise dans leur territoire. Tout cela aura des répercussions évidemment dans les mouvements, dans les chaînes de valeur mondiales. Vous avez également la montée du protectionnisme qui a commencé au lendemain de la crise des subprimes en 2008 et qui a connu son paroxysme en 2018 dans la guerre commerciale sino-américaine. Et avec la Covid-19, on voit une montée à nouveau, une exacerbation à nouveau des confrontations protectionnistes entre les grands ensembles commerciaux et régionaux mondiaux. Vous avez également la problématique des restrictions aux exportations. Rappelez-vous, quand nous étions au cœur de la crise, nous avons réussi, nous, Marocains, à reconvertir une partie de notre industrie textile dans la fabrication des masques de protection et pendant une certaine durée, eh bien, l'exportation de ces masques de protection était interdite. Pratiquement tous les pays ont fait la même chose et il y a de plus en plus de restrictions au commerce extérieur, au commerce international, notamment dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur de la santé, du médicament. Et encore une fois, l'exemple de la Commission de Bruxelles qui interdit à AstraZeneca l'exportation de ces vaccins est une illustration. Enfin, autre élément qui va impacter la reconfiguration des chaînes de valeur industrielles, c'est le Green Deal de l'Union européenne qui fera qu'il y aura une ligne Maginot pour les produits d'importation en Europe qui n'auront pas réussi à diminuer leur empreinte carbone. Et donc tous les produits d'exportation vont passer sous les fourches codines du mécanisme des droits de douane et de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Et notre pays est concerné considérablement par cette nouvelle donne. Si on prend le cas du Maroc, face à cette reconfiguration des chaînes de valeur, comment doit-il s'y prendre et de quelle carte dispose-t-il et qu'il pourrait faire activer? Écoutez, il doit faire jouer ses avantages comparatifs. Et ces avantages comparatifs ne doivent pas simplement se limiter à l'avantage coût, et à la maîtrise des coûts, notamment des charges salariales. Il faut que notre pays puisse diversifier son économie, diversifier son tissu industriel, puisse réussir la transformation structurelle de son économie, monter en gamme, produire des produits, fabriquer des produits plus complexes, à plus forte teneur en technologie, en savoir-faire, en ingénierie, en compétences humaines, en intelligence humaine. Et évidemment, il n'y a pas d'autre manière pour y arriver que de se positionner, à mon avis, dans le haut de gamme et dans la création de valeur et dans la création de technologies pour pouvoir tirer notre épingle du jeu dans cette reconfiguration
des chaînes de valeur industrielles. La pandémie de la Covid-19 a évidemment déstabilisé la planète. Elle va avoir des répercussions, comme je le disais, dans la cartographie des grands groupes industriels mondiaux. Il va y avoir des mouvements de plaques tectoniques dans ce secteur. Il faut que notre pays puisse tirer son épingle du jeu et puisse se positionner favorablement dans la nouvelle cartographie. Justement, dans le même ordre d'idée, le Maroc a décidé la substitution aux importations. Est-ce que, justement, pour limiter son déficit commercial, est-ce que le Maroc est outillé pour avoir une production de substitution, sachant que le déficit commercial il ne date pas d'aujourd'hui? C'est depuis les années 70 pratiquement que nous avons un déficit structurel. Depuis cette période, on n'a jamais eu une année où le solde commercial est positif. Est-ce que le Maroc peut justement avoir cette production de substitution aujourd'hui? Alors, vous pointez du doigt un problème qui est vraiment important, structurel pour notre économie, c'est ce qu'on appelle les déficits jumeaux. Nous avons d'abord un déficit de nos finances publiques, un déficit du budget de l'État, et nous avons un déficit de notre commerce extérieur qui est structurel, qui est permanent et qui est un peu lié aussi au déficit budgétaire. C'est pour ça qu'on les appelle des déficits jumeaux. Alors nous avons 2019, parce que c'est l'année qui est plus significative que 2020, nous avons plus de 209 milliards de dirhams de déficit commercial, soit à peu près 18% de notre richesse nationale, de notre PIB, c'est considérable. Et à l'intérieur de ce déficit commercial, ce qui est important de noter, c'est que nos importations de demi-produits, c'est plus de 105 milliards de dirhams, soit 37% de nos exportations. C'est là où intervient cette stratégie de substitution de la production nationale aux importations et du développement du Made in Morocco. Donc la volonté, elle est louable. Est-ce que cette volonté est réaliste? Elle me semble fortement discutable. Parce que nous n'arriverons pas à développer cette politique de substitution et de développement du Made in Morocco si nous ne réussissons pas la transformation structurelle de notre économie. Alors, comment est-ce qu'on peut y parvenir? D'abord, en corrigeant les incohérences de notre politique industrielle. Corriger les incohérences de notre politique industrielle, c'est d'abord arrêter la désindustrialisation de notre pays. Et je prends pour exemple le cas de la raffinerie de pétrole, la Samir, qui est un exemple flagrant de désindustrialisation de notre pays, au-delà des aspects, j'allais dire, institutionnels, politiques et voire émotionnels, parce que c'est un joyau de l'industrie nationale qui a été créé sur initiative et décision de feu Sa Majesté le roi Mohamed V, sous le gouvernement de feu Abdallah Ibrahim et feu Abdelrahim Bouabid. Au-delà de ces aspects, il y a une incohérence de stratégie industrielle, parce que le Maroc est aujourd'hui présent d'abord dans le forage pétrolier, qu'on le veuille pas. Nous donnons des concessions à des groupes internationaux pour faire de l'exploration pétrolière. Et évidemment, nous avons des grands groupes de distribution qui sont présents dans le trading, dans l'importation trading, dans le stockage, dans la distribution. Et nous avons un énorme trou dans la raquette qui est le raffinage, que nous n'avions pas pendant 50 ans, depuis l'indépendance jusqu'en 2015, au moment de l'arrêt de l'activité de la Samir. Donc voilà une incohérence majeure de notre politique industrielle qu'il faut corriger. Autre exemple d'incohérence, le secteur des énergies renouvelables. Vous savez que c'est une stratégie visionnaire portée par Sa Majesté en personne, qui fait que le Maroc est aujourd'hui cité en exemple dans le développement des énergies renouvelables. Mais comment se fait-il qu'avec autant de réalisation, d'investissement, de succès, de notoriété à l'échelle internationale, nous n'ayons pas pu développer une industrie liée aux énergies renouvelables, tant en matière de fabrication, par exemple, des panneaux solaires, des cellules photovoltaïques, des capteurs thermiques, ou même en matière d'énergie éolienne avec d'autres structures. C'est vrai que nous fabriquons au Maroc les pales, mais une éolienne est composée d'autres éléments. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu, dans notre pays, développer une industrie de sous-traitance de cette activité d'énergie renouvelable? Enfin, autre exemple, c'est l'industrie d'armement. Vous savez que le budget de l'administration de la défense nationale est un budget très important dans notre pays. C'est aujourd'hui la sécurité intérieure et extérieure, c'est le premier budget de l'État, on va dire le deuxième après le service de la tête.
Nous avons, par exemple, en 2021, près de 57 milliards de dirhams qui sont réservés à l'administration de la défense nationale, 47 milliards dans le budget général de l'État et 11 milliards dans les comptes spéciaux du Trésor, donc ça fera 58. Nous sommes, d'après les classements internationaux, la 57e puissance militaire mondiale, 3e pays importateur d'armement en Afrique, après l'Égypte et l'Algérie. Et comment se fait-il que, en dépit de ce positionnement important, nous n'ayons pas été en capacité de développer dans notre pays un embryon d'industrie publique, évidemment, d'armement, comme l'ont fait des pays comme le Brésil et la Turquie, avec succès, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le Brésil et la Turquie sont devenus des exportateurs dans l'industrie d'armement. Je pense que notre pays comme a fait le Maroc également pour le secteur de l'automobile et l'aéronautique, on peut dire que on a créé des écosystèmes qui ont donné des résultats très probants dans l'industrie aéronautique et dans l'industrie automobile. Je pense que compte tenu de notre positionnement géostratégique dans le continent, dans la région, dans l'espace euro-méditerranéen, compte tenu des investissements colossaux que nous réalisons chaque année en matière d'équipement et d'infrastructures pour notre défense nationale, je pense qu'il est pertinent de construire un embryon d'industrie publique dédiée à l'armement, comme l'ont fait les Turcs et les Brésiliens. Donc voilà, donc premièrement, il faut corriger les erreurs et les incohérences de notre politique industrielle. Mais évidemment, ça ne suffira pas. Il faudra également, je le disais tout à l'heure, penser à une stratégie d'industrialisation qui fonde notre compétitivité sur les éléments hors coût et pas simplement sur le coût. D'où la nécessité, évidemment, de monter en gamme et de produire des articles, des produits à haute teneur technologique et des produits complexes. Il faudrait également que l'État cible davantage son intervention dans des secteurs stratégiques et des secteurs d'avenir et des secteurs qui sont aujourd'hui dont la pertinence est démontrée par les enseignements de la pandémie de la Covid-19. Pour paraphraser les propos de Jacques Attali, je dirais dans les secteurs de l'économie de la vie. C'est évidemment la santé, l'industrie pharmaceutique, les laboratoires de biotechnologie, mais pas seulement. C'est également l'énergie renouvelable, c'est la gestion des déchets, c'est l'eau, c'est l'habitat, c'est le transport, les transports collectifs, c'est l'industrie automobile électrique, c'est les secteurs liés à la culture, à l'éducation, c'est également tout ce qui concerne la finance, l'assurance, la sécurité des personnes, et enfin tout ce qui concerne la respiration et le fonctionnement démocratique d'un pays. Ça aussi, ça génère un certain nombre d'activités économiques et l'État devrait recibler, réorienter son action et sa stratégie en priorisant ces secteurs. Enfin, l'État ne doit pas agir seul. Il doit agir, évidemment, il doit prendre toute sa part de la peine, mais il doit mobiliser, embarquer avec lui à la fois les collectivités territoriales, les entreprises et les établissements publics qui doivent être mis au service de la stratégie de l'État et surtout le secteur privé à travers des partenariats publics-privés. Et je pense que l'État ne doit pas hésiter à multiplier, à renforcer les aides directes qui donnent à l'investissement au secteur privé à condition, donc des aides conditionnées, à condition que le secteur privé se réoriente vers ces secteurs d'avenir et ces secteurs stratégiques. Il y a aussi, M. Ibn Moussa, la recherche et développement qu'il faut reconnaître qui reste le parent pauvre de notre économie. Ça fait partie des filières d'avenir, tout à fait. Ouais. Innovation, la recherche et développement. Donc, après tout ce qu'on a dit, M. Ibn Moussa, il y a une question lancinante qui s'impose. Quel type d'ajustement faut-il prévoir pour la période post-pandémie? À vrai dire, ce ne sont pas des ajustements. C'est une transformation qu'il faut. Parce que ajuster les politiques publiques pour corriger ces politiques publiques et les sauver de leurs incohérences, ça sera très insuffisant. Il faut réellement transformer ces politiques publiques. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui dans notre pays d'un nouveau modèle de développement. Et moi, je pense, personnellement, je retire de la pandémie de la Covid-19 4 grands enseignements majeurs qui doivent être à la base et à la source de cette transformation de nos politiques publiques. Le premier enseignement, c'est que
nos politiques publiques doivent se fixer de nouveaux objectifs stratégiques. Et l'équilibre financier comptable de nos finances publiques ne doit plus rester la priorité, comme c'est le cas aujourd'hui malheureusement. Ça ne doit plus être l'alpha et l'oméga de nos politiques économiques. Nous devons nous fixer d'autres objectifs stratégiques, répondre aux attentes de nos citoyens, satisfaire leurs besoins et réduire les disparités catégorielles et territoriales. Voici, à mon avis, ce que devrait être le cœur du dispositif, le cœur du nouveau modèle de développement, le cœur des politiques publiques post-Covid-19. Quitte à ce qu'il y ait un déséquilibre macroéconomique. Bien évidemment, mais c'est un déséquilibre justifié, c'est un déséquilibre motivé par des réformes structurelles et c'est un déséquilibre productif de richesse à venir. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement que je tire de cette crise de la pandémie, de la Covid-19, c'est que le coût de la procrastination en matière de politique économique est considérable pour notre pays. J'allais dire même mortifère pour notre pays. La procrastination, c'est-à-dire qu'on reporte toujours au lendemain les réformes difficiles, les réformes douloureuses. On constate que tout au long de ces différents gouvernements, ce n'est pas spécifique au gouvernement actuel, mais on remarque que tout au long de ces dernières années, eh bien, il y a eu une sorte de dictature du court terme et les gouvernements ont eu tendance à reporter les réformes structurelles parce qu'elles sont difficiles, parce qu'elles sont douloureuses, parce qu'elles sont coûteuses sur le plan électoral. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis fin des années 80, début des années 90 ? On a appliqué, j'allais dire scolairement, studieusement, docilement, les préceptes du consensus de Washington, bâtis sur les règles de la libéralisation des économies, la privatisation, la financiarisation des économies, l'ouverture au commerce extérieur, l'ouverture aux IDE, la rigueur budgétaire, le flottement des taux de change. Et on a appliqué ces règles avec avec un esprit, j'allais dire, studieux, sans effort d'adaptation aux spécificités de notre pays, sans régulation suffisante par les pouvoirs publics. Et l'État a transféré la responsabilité de l'action sur le terrain économique au secteur privé, qu'il soit un secteur privé national ou étranger, et l'État en même temps a investi massivement pour produire et mettre à disposition du secteur privé des infrastructures importantes. Tangemed, les aéroports, la ligne grande vitesse, les autoroutes, les P2I, etc., etc. Sauf que le secteur privé n'a pas joué son rôle et n'a pas été à la hauteur de la mission qui est la sienne. Et donc, je considère aujourd'hui qu'il faut réaffirmer... Justement, pourquoi le secteur privé n'a pas joué son rôle ? Pour diverses raisons. Parce que, d'abord, l'État a une politique d'incitation qui n'était pas pertinente, qui n'a pas priorisé les secteurs stratégiques dont on vient de parler. Et deuxièmement, parce qu'il y a une problématique d'entrepreneuriat dans notre tissu économique privé, il y a une problématique de relais, de transfert de relais d'une génération à une autre, parce qu'il y a la recherche du profit immédiat dans des secteurs rentiers, protégés, dans des secteurs où il n'y a pas un effort d'investissement, une prise de risque, une créativité, une confrontation avec la concurrence internationale. Et donc tout ça a détruit de la valeur pour notre économie. Donc je pense que l'État doit réinvestir ce terrain et l'État doit pousser à ce qu'il y ait une réorientation du secteur privé dans ces secteurs créateurs de richesse, dans un cadre transparent, dans un cadre équitable de concurrence libre et non faussée. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette question. D'accord. Là, on va passer à un autre volet, celui de la relance. Le Maroc s'engage sur un programme de relance de 120 milliards de dirhams. Dans ce programme, il y a le fonds d'investissement stratégique Mohamed VI qui va jouer un rôle décisif en matière de relance, qui sera doté d'une enveloppe de 45 milliards de dirhams.
15 milliards provenant du budget de l'État et les 30 milliards sous forme de partenariat avec les institutionnels et le public privé. Justement, quels sont les mécanismes à actionner pour que ce fonds puisse jouer effectivement son rôle et pour qu'on ne répète pas l'expérience des fonds créés de par le passé qui finalement n'ont pas réussi leur mission? Je vais revenir sur le fonds d'investissement stratégique, sur le programme de 120 milliards. Je voudrais compléter ma réponse à la question précédente. Je vous avais dit que j'avais retenu plusieurs enseignements de la Covid-19. Je vous ai parlé de la réorientation des objectifs stratégiques, je vous ai parlé du coût de la procrastination, mais ce n'est pas les seuls enseignements. Il y a un autre enseignement qui est important, c'est que l'État doit retrouver l'outil et l'arme monétaire et bancaire. Or, l'État l'a perdu. Et l'État a, comment dirais-je, a quitté le secteur bancaire sous la pression des scandales du CIH, de la BNDE, du Crédit Agricole. L'État a jeté le bébé avec l'eau du bain et nous avons aujourd'hui un secteur bancaire oligopolistique qui sanctuarise ses marges d'intermédiation et qui malheureusement ne finance pas suffisamment l'économie comme il devrait le faire, et en particulier les TPME. Donc l'État doit reprendre position dans le secteur bancaire en fédérant dans une structure commune sous un étendard commun qui serait l'étendard d'une BPI, une banque publique d'investissement, donc structurer, fédérer toutes les petites structures actuelles qui existent, qui ne pèsent pratiquement rien dans le marché financier et bancaire marocain, pour pouvoir créer donc une BPI qui viendrait financer l'industrie, les TPME et les territoires, à la fois en crédit bancaire classique d'investissement d'exploitation, mais aussi en garantie et aussi en accompagnement stratégique et opérationnel à travers des prises de participation, à travers l'intervention dans des fonds d'investissement. Quatrième et dernier enseignement que je tire de la pandémie, c'est que pour moi, le cadre institutionnel, politique et juridique est consubstantiel à l'économie. Et donc, si on ne règle pas les problèmes institutionnels, politiques et réglementaires, eh bien, on ne crée pas un environnement propice à la croissance économique et au développement de notre économie, parce que ce cadre-là, il est à la base de la confiance. Et c'est la confiance qui permet aux opérateurs privés de prendre des risques, d'investir, de créer des entreprises, de lancer des projets, de recruter des jeunes diplômés, pour les ménages, de consommer, d'épargner. Ça veut dire que sur le plan institutionnel, il faudrait qu'on aille vers une modernisation de notre système politique avec une clarté totale dans les responsabilités institutionnelles et une suppression des zones dites grises, avec une réflexion sur la problématique de la cohérence gouvernementale et poser la question avec responsabilité et lucidité de l'article 47 de la Constitution. Sur le plan politique, ça veut dire organiser un fonctionnement transparent, autonome, indépendant des partis politiques, revoir le mode de scrutin, revoir le découpage électoral pour que la volonté des citoyens puisse être respectée à travers les résultats du mode de scrutin, sans balkanisation de l'échiquier politique, tout en créant une muraille de Chine, une séparation nette entre le business et la responsabilité gouvernementale et politique, pour pouvoir recréer ce climat de confiance. Et troisième élément, sur le plan juridique, il faut que la lutte contre la corruption devienne effective. Vous avez vu que l'instance centrale de probité, de prévention, de lutte contre la corruption vient d'avoir un nouveau cadre juridique, il faut s'en féliciter. Maintenant, il faut lui donner vie, il faut lui donner les instruments, les moyens logistiques pour exercer en toute indépendance ses prérogatives. Il faut également sanctuariser le Conseil de la concurrence et toutes les instances de bonne gouvernance, et vous avez vu également que le communiqué du cabinet royal a demandé au chef du gouvernement de procéder à une refonte du cadre juridique qui organise ces instances de bonne gouvernance, et en particulier le Conseil de la concurrence, pour les sanctuariser, pour leur donner plus d'autonomie, plus de crédibilité, plus de légitimité. Et enfin, il faudrait évidemment que, comme je vous l'ai dit, lutter contre la corruption, autonomiser ces instances de bonne gouvernance. Il faudrait aussi lutter contre l'anonymisation du monde de l'économie. Alors, on constate que nous avons un certain nombre de zones noires dans l'économie marocaine,
par exemple à travers la pratique des titres aux porteurs dans les sociétés anonymes, qui est une pratique qui permet à certains responsables qui exercent des responsabilités de ne pas apparaître dans l'action économique, dans la compétition économique, alors que la loi les oblige à se déclarer. Et ces pratiques de titres aux porteurs ont notamment causé du tort au Maroc, puisqu'ils figurent sur la liste grise du GAFI pour plusieurs raisons, dont celle-ci. Donc il faut veiller à une désanonymisation du monde de l'entreprise. Donc voilà un peu ce que je voulais compléter par rapport à votre question précédente. Alors pour ce qui concerne le fonds d'investissement stratégique et pour ce qui concerne le plan de relance de 120 milliards de dirhams, d'abord il faut signaler que c'est considérable. Il faut s'en féliciter. Vous savez que ça a été décidé par Sa Majesté et c'est lui qui a pris la décision de créer le fonds d'investissement stratégique, le fonds Mohamed VI pour l'investissement, et de doter notre pays d'un plan de relance extrêmement ambitieux de 120 milliards de dirhams. C'est 11% de notre richesse nationale. Et nous sommes parmi les pays les plus dynamiques en termes et les plus entreprenants et les plus audacieux en termes de plan de relance. Alors évidemment, relativement à notre richesse nationale. Vous avez dans les pays les plus actifs, vous avez évidemment le Japon qui a mis en place un plan de relance de 1000 milliards de dollars qui représente à peu près 20% de son PIB. Vous avez l'Union européenne qui a mis en place 1800 milliards d'euros, soit à peu près 13% du PIB européen hors Royaume-Uni. Et évidemment, vous avez les premiers, les plus puissants, c'est les Américains, à travers 3 grands plans. Le plan CARES Act de Trump, de l'administration Trump, qui a porté sur 2200 milliards de dollars en mars 2020, qui a été complété par un deuxième plan de 900 milliards de dollars en décembre, pendant la période de transition. Et enfin, le dernier plan de Joe Biden, de 1900 milliards de dollars. Si bien que les USA vont mettre sur le tapis pour relancer leur économie près du quart de leur PIB, près de 5 000 milliards de dollars. Mais il faut dire que les États-Unis ont fait jouer pleinement la planche à billets. Oui, ben, c'est leur force parce que le dollar est une monnaie internationale, ils peuvent se permettre cela. Et c'est aussi une raison pour laquelle la politique monétaire est un outil précieux au service de la politique économique, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Et nous avons ici aussi dans notre pays appliqué, j'allais dire, assez naïvement un certain nombre de règles qui sont pour moi une fumisterie. Le concept d'indépendance de la Banque centrale et de mandat unique dédié à la maîtrise de l'inflation, c'est une fumisterie. Toutes les plus grandes banques centrales ont fait le chemin inverse sous la pression des gouvernements, des parlements et des opinions publiques. La Réserve fédérale aux États-Unis, la Bank of Japan, la Bank of England et voire même la BCE aujourd'hui ont un mandat dual ou hiérarchique et non pas unique. Et d'autre part, ils sont sous le contrôle tatillon des parlements qui les oblige à faire preuve à la fois de reddition des comptes et de transparence dans leur processus décisionnel. Donc, une dernière question, Monsieur Ben Moussa, c'est que nous sommes à quelques mois des échéances électorales. Donc, je vous interpelle en tant que membre du Parti de l'Istiqlal, comment voyez-vous la préparation à ces échéances? Et est-ce que ces réformes structurelles dont nous avons parlé tout à l'heure vont être prises en considération par les familles politiques? Écoutez, force est de constater, je crois que chacun le sait, que malheureusement nos partis politiques sont plus intéressés par des problématiques de caution électorale, de débauchage de candidats ou d'investiture aux prochaines échéances électorales, plutôt que par le débat sur les sujets de fond, sur les projets de société, les programmes économiques, et qui sont au cœur de la problématique parce qu'ils répondent aux enjeux du présent et d'avenir de nos citoyens. C'est une situation qu'il faut regretter. Et donc j'invite moi personnellement d'abord mes amis, ceux qui appartiennent à la formation politique à laquelle moi-même j'appartiens depuis plus de décennies, deux décennies, à engager vite, sans plus tarder, le débat sur le fond, comme j'invite mes collègues des autres grandes formations politiques patriotes à engager le débat sur les programmes, les projets de société, les projets
économiques, industrielles, sur les décisions de politique économique à proposer, avec un triple souci. Le souci du patriotisme, de l'intérêt général. Vous avez vu combien la confusion entre les intérêts catégoriels particuliers et l'exercice d'une responsabilité gouvernementale pouvait causer de dégâts dans notre pays. Donc il faut absolument que, à l'échéance prochaine, on puisse faire émerger cette culture du patriotisme et de l'intérêt général. Un souci également de la responsabilité, parce qu'il faudrait que ceux qui se réclament de l'action politique, de la responsabilité politique publique, ceux qui réclament la confiance de nos concitoyens, doivent assumer leurs responsabilités et rendre des comptes par rapport à leurs actes et par rapport aux résultats de leur politique. Et enfin, un souci de l'audace, parce que sans audace, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de création de valeur, si on ne sort pas du cadre, dans le respect des constantes de notre nation, dans le respect des fondamentaux de notre nation, dans le respect des principes et des règles de notre Constitution. Nous devons être imaginatifs, nous devons être audacieux, nous devons chercher de nouveaux horizons et nous devons imaginer de nouvelles solutions qui vont nous permettre évidemment de trouver les solutions, les bonnes politiques pour produire davantage de richesses, pour atteindre des taux de croissance sans discontinuité de 6 à 7% par an et pour proposer des politiques qui vont assurer une meilleure répartition des richesses ainsi créées dans un esprit de transparence et d'équité et de solidarité avec tous nos concitoyens. D'accord, et ça sera le mot de la fin. Il faut que nos politiques soient consciencieux, audacieux et surtout responsables. Et surtout patriotes. Et surtout patriotes. D'accord. Je rappelle, Monsieur Belmoussa, vous êtes économiste, vous êtes professeur universitaire, un ancien banquier, un ancien cadre du marché financier. Vous êtes également membre de la commission spéciale sur le modèle de développement, membre du parti de l'Istiqlal, vice-président du mouvement Damer. Vous pourrez rajouter aussi, si vous le souhaitez, vice-président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole, la Samia. D'accord. Merci encore une fois, Monsieur Belmoussa. Merci de m'avoir accueilli. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.